CNews, il est 8h16. Bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin le philosophe Bernard-Henri Lévy. Bonjour à vous, Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Vous publiez ce livre sur la route des hommes sans nom, où vous expliquez votre moteur, ce qui vous meut année après année, en allant sur les conflits oubliés de la planète. Mais l'actualité, ce sont les conflits qui sont sur notre territoire, avec la montée de la violence, la dégradation de la sécurité publique qui a atteint des niveaux assez rarement vus dans notre pays. Assassinat du brigadier Éric Masson à Avignon, tué à bout portant par un jeune de 19 ans, policière égorgée par un terroriste tunisien à Rambouillet, attaques quotidiennes contre les forces de l'ordre, elles ont doublé depuis 2005. On a le sentiment d'une société qui vacille. Est-ce que vous l'observez vous aussi ? Oui, c'est-à-dire, vous savez, là, on sait, tous les philosophes de la politique savent que la civilisation, c'est un vernis sur un océan de barbarie potentielle et de sauvagerie potentielle. C'est ça, les sociétés. Donc, quand le vernis craque, évidemment, ça va très mal. Et dans une société comme la nôtre, le vernis, c'est quoi ? C'est l'idée républicaine, l'idée démocratique et le respect des valeurs de liberté. Quand tout ça vacille, en effet, ces forces sombres reprennent le dessus. C'est ce qu'on voit en ce moment. Et ces idées républicaines, c'est incarné dans le visage d'Éric Masson, qui a été abattu à bout portant parce qu'il était policier et qu'il intervenait sur un contrôle. Oui. C'est la raison pour laquelle ces attaques contre les policiers sont si graves. Elles n'ont pas commencé aujourd'hui. Déjà, au moment des défilés des Gilets jaunes, il y a maintenant 2 ans, les attaques récurrentes contre les policiers, les cris, l'exhortation qui leur était adressée, rappelez-vous, suicidez-vous, ces appels au meurtre contre les policiers étaient d'une gravité extrême, parce qu'ils mettaient en cause d'abord eux, bien sûr, eux, leur famille, leur être, mais au-delà d'eux, le pilier de la République qu'ils représentent. Donc en effet, c'est un point symptomatique, un point de fixation symptomatique. Absolument, c'est un signal d'alerte fort, ces attaques contre l'institution policière et les hommes et les femmes qui l'incarnent. L'alerte de quoi ? D'un basculement, d'un chaos qui préfigure, encore une fois, un autre futur ? Oui, basculement possible. Pour l'instant, ça vacille. La France en a vu d'autres. Vous savez, quand Georges Sorel écrivait ses réflexions sur la violence il y a maintenant un peu plus d'1 siècle, c'était bien pire encore, la violence aveugle et la violence nihiliste. Mais en effet, on est à un de ces moments de bascule. Nouvelle crise de la conscience républicaine, nouvelle crise de la conscience démocratique, comme on en a vécu en effet avant la guerre de 14 à l'époque de l'affaire Dreyfus, la première, comme on en a vécu dans les années 30, la deuxième, et on vit peut-être aujourd'hui la 3e grande crise moderne de la conscience républicaine, démocratique et libérale. Avec une conclusion qui serait la même que pour les 2 précédentes crises, c'est-à-dire une guerre généralisée ? Avec une conclusion, l'histoire ne se répète rarement, et donc j'espère bien que non. J'espère bien que la conclusion ne sera pas non plus une tentation autoritaire comme certains... Qui menace aujourd'hui ? Je ne crois pas, parce qu'il n'y a pas en France de vraie tentation putschiste, mais que certains en aient le désir, bien sûr. Vous avez des gens en embuscade, des forces politiques qui ne rêvent que de ça, qui ne rêvent que de voir, en effet, basculer la République. Ça, c'est aussi une tradition française. À la fois de l'extrême droite et de l'extrême gauche ? Des 2 côtés, oui. Il y a une sorte de mano à mano, il y a une sorte d'étau de tenaille entre ces deux jumeaux, au fond. Ces 2 jumeaux dissemblables que sont l'extrême gauche et l'extrême droite en France, et qui aimeraient bien, en effet, dépasser l'ordre républicain et peut-être abolir l'ordre démocratique en France. Rassemblement national, c'est clair. Les réactions de leurs ténors aux tribunes des généraux à la retraite, puis des militaires d'actifs sont tout à fait symptomatiques. Cette espèce de réflexe. Antidémocratique ? Le Rassemblement national est un parti antidémocratique ? C'est un parti factieux, oui. C'est un parti factieux. Aujourd'hui aussi ?
Écoutez, oui, encourager une minorité de militaires, parce que c'est une minorité, c'est pas l'armée française. L'armée française, elle est toujours la grande muette, elle est profondément républicaine et elle défend la République au péril de la vie de ses hommes sur des théâtres d'opérations lointains. Ça, c'est l'armée française. Mais quand une minorité d'anciens militaires et peut-être de militaires d'actifs encore qui sont anonymes appellent à prendre les choses en main pour rétablir l'ordre et qu'un grand parti si haut dans les sondages applaudit, qu'est-ce que ça s'appelle sinon encourager la sédition? Donc bien sûr, ce jour-là, on le savait. Mais le masque a craqué, le masque du parti du Rassemblement national, et a révélé le visage, en effet, factieux, le désir d'émeute, le désir anti-républicain profond. Pourtant, le Rassemblement national se présente démocratiquement à toutes les élections et, comme vous le dites, très haut dans les sondages. En PACA, notamment, ce n'est pas non plus le symptôme d'un parti antidémocratique. Mais dans l'histoire européenne, tous les partis antidémocratiques se sont toujours présentés par la voie démocratique. Tous les partis anti-républicains, dans l'histoire française, ont toujours tenté de se frayer la voie au travers des institutions républicaines. Ça n'est pas nouveau. Dans ce que vous voyez est-ce que le mot délitement, est-ce que vous le reprenez à votre compte? Délitement de la société française? Non, ça c'est le mot de la tribune des militaires. Oui. Bien sûr que non, c'est pas un bon mot. Qu'il y ait que le lien social soit plus fragile, parce qu'en effet les grands référents symboliques pâlissent, ça oui, c'est possible. Qu'il faille le renouer, qu'il en aille d'ailleurs de la responsabilité des politiques, des représentants de l'État, qu'il y aille de l'exemplarité de ce qu'on appelle les élites, oui. Mais c'est pas d'élitement, ça c'est pas mon vocabulaire. Donc c'est quoi? C'est période de violence, mais pas d'élitement des fondamentaux de la République? Non, je ne crois pas qu'il y ait un délitement. Cela voudrait dire une espèce de corruption profonde et que tout ça serait en train de se défaire avant d'être pulvérisé. Je ne crois pas. Je crois que les fondamentaux sont solides et qu'il y a des gens qui les attaquent. Voilà, de manière répétée, coup de boutoir. Moi, mon sentiment profond, c'est que la France en a vu d'autres. C'est que la France est un grand pays républicain avec une tradition très, très, très forte et avec un courant anti-républicain qui a toujours existé et qui aujourd'hui donne de la voix. Mais au fond, c'est la même histoire, encore une fois, depuis la naissance de la République. Il y a toujours eu cette tradition anti-républicaine, factieuse, d'extrême gauche et d'extrême droite. Les deux se donnent à la main. Voilà, c'est le surjon de cela que l'on voit aujourd'hui se manifester. Le risque de communautarisation de notre pays est-il surjoué ou est-ce qu'il est réel, selon vous? Il est réel, bien sûr, comme il est réel un peu partout dans le monde, et aux États-Unis par exemple. Donc dès lors que les fondamentaux de la République sont fragilisés, quel est le risque? Si le lien social républicain se détend, se distend, chacun va se replier, en effet, sur cette espèce d'identité refuge, d'identité de repli qu'est l'identité communautaire, naturellement. Quand on est... si on n'est plus républicain, si on n'a plus trop de raisons de se sentir européen ou français, si toutes ces identités-là vacillent, on se rabat sur une identité simple, rassurante, et évidemment terriblement étroite et souvent agressive, qu'est l'identité communautaire. Seule la fierté française retrouvée et la laïcité feront vivre Pierre et Mohamed dans le même quartier, dit Valérie Pécresse. Vous adhérez à ce qu'elle dit? La laïcité, ça reste le phare dans la tempête aujourd'hui ou pas? Oui, bien sûr, la laïcité et même la fierté française. Moi, je suis assez... J'emploie quasiment les mots dans mon livre. J'aime cela aussi. Moi, il y a une fierté à être français. Il y a une fierté à défendre les valeurs de la République française et sa culture, bien sûr, oui. Et il faut la défendre de ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme aujourd'hui? Il faut la défendre contre l'islamo-gauchisme. C'est un vrai danger. Et ceux qui
ceux qui le minimisent, cet islamo-gauchisme, s'égarent. Il est vrai c'est ça. Qu'est-ce que c'est l'islamo-gauchisme? C'est la jonction entre une partie de l'extrême gauche qui cherche désespérément à retrouver une sorte de un peuple phare, et il le trouve dans les musulmans opprimés. Donc cette rencontre-là entre l'islamisme radical et l'extrême gauche est potentiellement explosive. Il y a évidemment une escalade de la violence au Proche-Orient en ce moment, avec des appels à la désescalade qui viennent du monde entier. Éric Ciotti demande que l'on interdise des manifestations qui devaient se dérouler samedi, des manifestations pro-palestiniennes. Dans ce contexte de tension, évidemment, il faut éviter de remettre de l'huile sur le feu. Écoutez, moi, je vois les nouvelles là depuis tout à l'heure. Moi, j'aimerais tellement qu'il y ait les mêmes manifestations à propos des massacres du Darfour, à propos des massacres de chrétiens au Nigeria, lorsque les femmes syriennes se font éventrer et assassiner, lorsque les Kurdes irakiens se font buter par les milices iraniennes, lorsqu'il y a 10 fois plus, 100 fois plus de morts et de violences dans la guerre d'Ukraine, chez nos frères européens d'Ukraine. Moi, ce qui me frappe, c'est pas qu'il y ait des manifestations, c'est qu'il n'y en ait que là-dessus. Où étaient les indignés qui seront là samedi pour défendre les familles en voie d'expropriation à Jérusalem? Où est-ce qu'ils étaient quand il y avait des centaines de milliers de morts, et parfois davantage, dans les guerres oubliées auxquelles moi je m'intéresse et auxquelles j'ai consacré l'année dernière? Voilà, ça c'est la vraie question de cette manifestation de samedi. Pourquoi cette indignation à géométrie unique? Pourquoi ces gens ne descendent dans la rue que lorsque celui qu'ils peuvent incriminer, celui qui est responsable des événements horribles? C'est vrai que là, ce qui se passe aujourd'hui, je vois les images comme tout le monde, est atroce. Mais pourquoi c'est seulement quand Israël est dans le décor et dans le paysage que ces gens descendent dans la rue? Je ne les ai jamais vus. Je ne les ai jamais vus défendre les musulmans ouïghours, par exemple. Je ne les ai jamais vus au moment à Sarajevo, les plus âgés d'entre eux, dans la rue, lorsque les musulmans bosniaques se faisaient massacrer par des Serbes, et par milliers, par dizaines de milliers. Jamais. Pourquoi ? Voilà la question que je voudrais poser ce matin. Et vous avez peur que ce qui se passe en ce moment entre Israéliens et Palestiniens ait des répercussions dans notre pays ? Il ne s'agit pas d'avoir peur. À l'évidence, ça en a. Moi, encore une fois, je ne veux pas vous dire autre chose. Je trouve navrant cet unilatéralisme qui fait qu'il y ait tant de guerres oubliées dans le monde, tant de guerres ignorées, pour lequel, moi en tout cas, je me sens si seul lorsque j'en défends les victimes. Voilà. Moi, j'aimerais qu'il y ait des répercussions du massacre des chrétiens au Nigeria ou du massacre des femmes musulmanes kurdes en Syrie. Ces femmes vaillantes, combattantes, qui nous ont protégés contre Daesh et qui, lorsqu'elles se sont retrouvées face au feu et aux sicaires et aux tortionnaires à la solde de Bachar al-Assad ou d'Erdogan, se sont retrouvées seules en première ligne. C'est ça, moi, qui me navre, et c'est ça qui me fait peur, et c'est ça qui m'inquiète. Dans les réflexes de cette part de la société française, et souvent, là, pour le coup, de la gauche. Dans ce livre sur la route des hommes sans nom, vous racontez pourquoi, au fond, vous avez eu un jour ce réflexe de partir, raconter, comme un reporter de guerre, mais vous êtes écrivain et philosophe. Vous dites, au commencement, il y a un réflexe, je viens de dire que je ne me suis jamais clairement posé la question de ce qui m'a fait consacrer une part de mon existence à courir le monde et en rapporter des récits. Tout est affaire de réflexe. Oui, tout est affaire de réflexe. Alors réflexe, ça ne veut pas dire quelque chose d'irréfléchi. Un réflexe, c'est réfléchi, c'est construit, c'est bourré de grands exemples qui vous ont construit, de lectures qui vous ont fabriqué. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, face aux brûlures de l'histoire, oui, il y a quelque chose en moi qui se déclenche ou pas, et que j'appelle un réflexe, et qui fait que je me sens requis. Et quand une injustice,
une indignité ou une infamie. Ça, en effet, je ne me pose pas de questions et j'y vais. Quelles que soient les critiques que l'on vous adresse après, peu importe finalement. L'important, c'est l'action. Peu importe les critiques, peu importe les a priori de ceux qui me critiquent, moi je n'en ai pas. Lorsque je vois une situation, une horreur, et lorsque je vois face à cette horreur une indifférence, lorsque je sais qu'il y a un massacre quelque part et qu'on n'en parle pas à la télévision, et que ce massacre ne fait pas la une des journaux, et que nous y opposons un égoïsme et une indifférence d'airain, de fer, ça c'est vrai que peu importe les critiques, je vais voir. J'en rapporte des reportages, j'en rapporte des images, vous verrez d'ailleurs chez vos confrères de Canal+, le 14 juin, le film que j'ai rapporté de cette année passée sur le front des guerres et des misères oubliées. Vous verrez, je crois, des images assez peu vues sur l'île, sur les camps de réfugiés de l'île de Lesbos avant l'incendie du camp, les migrants de Lesbos, ces migrants vomis par Erdogan avec un cynisme insensé. Oui, ça, c'est filmer cela, montrer cela, voilà qui m'importe et ça, je suis fier de l'avoir fait, quelles que soient les critiques ou les préjugés des uns et des autres. Merci beaucoup Bernard. Merci Laurence Ferrari. Sur la route des hommes sans nom aux éditions Grasset, bien sûr, qui raconte votre engagement. Merci d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Romain Desarmes, pour la suite.